Bonjour à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Alors oui, dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble l'attribution des places par tirage au sort aux différents candidats de l'élection présidentielle 2022. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire quelque chose, donc un peu à la manière d'un président de la République. Vous savez. Mesdames et messieurs, les signes sont partout autour de nous. Et je dirais que les signes sont partout autour de nous en permanence. Sauf que, nous ne savons pas les repérer, nous ne savons pas forcément les lire et encore moins les interpréter parce que nous avons tout simplement jamais appris à le faire et donc nous ne savons pas le faire. Et pourtant les signes nous entourent. Donc l'objet des disciplines et des sciences ésotériques, dont l'astrologie fait partie, mais pas seulement la numérologie, puisque nous parlons de numéros aussi, donc la numérologie, la géomancie, toutes les mancies en fait, et également toutes les disciplines ésotériques à base de symbolisme, visent à s'approcher au plus près de ces signes pour apprendre à les lire, à les décrypter, à les interpréter. Donc, interpréter ces signes, tout ce qui est autour de nous et que nous ne voyons plus, c'est une condition sine qua non lorsque l'on veut s'engager sur une voie de développement personnel, sur une voie spirituelle, lorsque l'on veut d'une manière générale élever sa conscience, on ne peut pas faire l'économie d'apprendre à s'approcher au plus près des signes qui nous entourent pour mieux les comprendre. Voilà, ça c'est vraiment la base. Alors, je dirais que dans cette approche des signes, il y a 3 degrés. Le premier, c'est déjà la prise de conscience, c'est-à-dire accepter qu'il y ait des signes autour de nous et que nous ne savons pas les lire. Ça, c'est la première chose. C'est souvent la plus difficile à faire. Et c'est pour cela, alors quand je vous dis ça, pour beaucoup, c'est évident, pour certains d'entre vous, c'est évident ce que je dis. Vous dites, oui, bien sûr qu'il y a des signes qui nous entourent, bien sûr que ce n'est pas tout le fruit du hasard. Mais en fait, vous êtes une minorité. La grande majorité d'entre nous, qu'ils soient d'ailleurs croyants ou non, parce que c'est très différent, pensent que l'ensemble des signes qui nous entourent, c'est-à-dire des coïncidences que nous rencontrons, des situations, des personnes que nous croisons à plusieurs reprises dans des temps courts, un enchaînement de chiffres, de numéros, des traits de caractère qui nous caractérisent, que l'on retrouve dans la famille à plusieurs générations, tout cela est simplement le fruit du hasard. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le fruit du hasard. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter cette vision du monde qui repose sur le hasard, parce que je pense que la liberté appartient à tous, la liberté, valeur en péril aujourd'hui dans nos sociétés, et donc au contraire, chacun est libre. Si vous pensez que c'est le hasard, continuez, tant que ça vous convient, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il peut y avoir justement un choc, un petit caillou sur la route qui fait qu'on se dit, tiens, ça c'est quand même une coïncidence. Et une coïncidence, c'est un signe un peu plus fort que les autres. Je suis né le même jour que ma grand-mère. J'ai monté ma société le 5/5/2005. Et je suis Lion, le 5e signe. J'ai déménagé au numéro 7 de la rue de la République, alors que j'habitais au 77 avant, dans une autre rue. Bon, ce sont des petits signes, des petites choses comme ça, mais parfois c'est un grain de sable qui fait que, pouf, à partir de là, je commence à rechercher, à m'intéresser à tout cela, et je creuse, et plus je creuse, plus je découvre qu'en fait, derrière ces signes apparemment complètement anodins et sans lien les uns avec les autres, en fait, derrière tout ça, il semble y avoir une architecture, un fil directeur, je dirais presque un sens. Et donc, je pense que je suis né par hasard, un jeudi à 18h05 à Clermont-Ferrand. Et en fait, je me dis, mais après tout, est-ce que ma naissance ne serait pas elle aussi le fruit d'un signe, et donc le choix de mon âme dans des vies antérieures, par exemple. Vous voyez ? Et là, on commence à détricoter la pelote. Voilà. Donc les coïncidences, ces coïncidences sont intéressantes parce que ce sont des signes un peu plus forts que les autres,
Et ce sont en fait des tentatives du ciel, de l'univers qui nous entoure, de communiquer avec nous. Et donc c'est intéressant. Mais l'univers ne communique pas avec nous, avec nos petits mots, sur un tableau. Il ne sait pas faire. On est dans des échelles et des plans tellement différents. Vous pouvez imaginer l'univers qui essaierait de communiquer avec nous. C'est un peu comme si nous essayions de communiquer avec une fourmi. Vous voyez ? Comment est-ce que vous feriez pour communiquer avec une fourmi ? Sans l'écraser, hein, c'est pas le but. Juste communiquer. C'est-à-dire essayer de communiquer avec elle. Compliqué. Donc vous allez essayer d'altérer son environnement. Vous allez essayer de modifier à la marge ce qu'elle vit, de faire un terrain, de modifier les odeurs, de faire des choses comme ça pour essayer d'engager une conversation. C'est exactement ce que l'univers essaye de faire avec nous. Sauf que nous n'entendons pas parce que nous avons mis dans notre vie une sorte de frontière mentale qui s'appelle le hasard. C'est le hasard. Donc ça ne peut pas être autre chose. Donc si je dis ça, quelque part, pourquoi pas, hein, mais je me coupe de la possibilité de communiquer et pourquoi pas d'échanger, en tout cas de recevoir des messages en provenance de l'univers. C'est dommage de se couper a priori d'une forme de communication avec quelque chose de beaucoup plus grand que nous et qui pourrait donc nous enrichir. Donc la première étape, c'est d'admettre et de prendre conscience que des signes nous entourent. La deuxième étape, c'est de les reconnaître, ces signes. Alors comment est-ce que l'on reconnaît ces signes? Alors j'ai parlé des coïncidences tout à l'heure. Oui, c'est vrai, les coïncidences, vous voyez, ce sont les parties émergées des signes, les parties visibles. Et c'est tout petit en fait. Et sous la surface, eh bien, il y a toute la partie immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que quand on commence à détricoter, à creuser sur la base d'une coïncidence, on s'aperçoit qu'en fait derrière, il y a tout un monde, quoi. Hein, voilà. Et ce monde s'appelle l'ésotérisme. C'est-à-dire tout ce qui est caché en fait, la connaissance cachée, cachée au profane, qui ne voit lui que la surface. Et puis, il faut avancer dans la vie, je dirais avec, alors c'est une banalité peut-être, mais avec ouverture et attention. Alors, on avance tous dans la vie avec ouverture et attention. Oui, c'est vrai. Bon. Et pourtant, eh bien, nous sommes comme des fourmis qui évoluent sur un plan en 2D et avec une vision extrêmement limitée devant nous et sur les côtés. Donc, eh bien, il faut avancer dans la vie avec plus d'attention et plus d'ouverture pour pouvoir être encore plus ouvert à une potentialité est-ce que, on se poser la question, est-ce que ça, c'est juste le fruit d'un hasard? Ou est-ce que, peut-être, il y a un message que le ciel essaye de m'envoyer derrière ces signes? Alors, par exemple, et cela nous amène à reparler de l'objet de cette vidéo, enfin, vous voyez le lien qui commence à se faire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Bon, bien, c'est les élections présidentielles. Bon. Alors, les candidats sont amenés à avoir plus de 500 signatures. Bon, il se trouve qu'il y en a 12. Bon. Et donc, à chacun de ces candidats, un tirage au sort, qui a été fait donc le 7 mars, leur a attribué une place. Bon, alors, si vous êtes un tant soit peu versé, si vous avez déjà, ne serait-ce qu'une fois ouvert un livre d'ésotérisme ou d'astrologie, eh bien, forcément, ce genre de situation vous interpelle, ça vient frapper votre attention. Parce que ça, c'est un signe, ça, c'est une coïncidence. 12 candidats, vous savez que le chiffre 12, le nombre 12, c'est vraiment un nombre très important dans l'ésotérisme. Il est à la base, donc dans l'astrologie, c'est la base de l'astrologie, puisque nous trouvons dans l'astrologie les 12 signes, les 12 maisons. Et donc les 12 signes, ce sont les 12 énergies qui tissent le tissu de l'univers. C'est l'entremêlement de ces 12 énergies qui crée cela. Donc 12 candidats, 12 signes, un numéro pour chaque candidat, poum, il y a quelque chose. Vous voyez? Bon, alors, allons-y comme ça, je veux dire,
vous pensez c'est du hasard. Ben oui, c'est du hasard. Ça a été fait par tirage au sort, donc c'est complètement un hasard. Ah oui, oui, ben, peut-être. Peut-être, oui, c'est un hasard. C'est un hasard du ciel. Voilà. Hein. Ben, nous allons essayer de décrypter dans cette vidéo, eh bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ce hasard? Qu'est-ce que l'on peut apprendre de ce hasard? Vous voyez, j'essaie de ne pas brusquer les mentalités en disant qu'est-ce qu'il y a dans ce hasard du ciel? Hein, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Puis nous verrons bien. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose. S'il n'y a rien, ben il n'y a rien. Ce sera juste du hasard. Hein, on verra. Voilà. Troisième degré d'approche de ces signes, eh bien, c'est la capacité d'interpréter les signes. Là, il faut un minimum de connaissances. Moi, je vais le faire modestement avec les connaissances avec mes connaissances dans la discipline de l'astrologie. Et ça me paraît assez en phase, donc, avec ces 12 candidats et ces 12 numéros qui leur ont été attribués. Donc voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons décrypter ensemble, eh bien, le sens de cette attribution. Et nous verrons aussi également, bien, pour chaque candidat, qu'est-ce que cela peut signifier. Voilà, donc je vous donne rendez-vous. Dans la suite, je voulais faire cette vidéo au tableau, et puis je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que j'ai trop de matériel, de matériaux astrologiques à vous livrer, à partager avec vous, donc je ne pouvais pas le faire au tableau. Moi je préfère toujours être en face de vous pour vous expliquer certaines choses, pour avoir un dialogue direct, mais je ne peux pas le faire là, c'est trop compliqué, donc on va se retrouver non pas sur le tableau, mais sur l'écran, juste après ça. Donc à tout de suite, merci. Bien, nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans cette partie, nous allons faire un tour assez rapide finalement de la répartition des candidats dans les 12 places de cette élection présidentielle 2022 et notamment aussi donc indirectement, puisque c'est de l'astrologie dont nous parlons sur Astrosciences, et bien de la correspondance entre leur place et le signe qui correspond à cette place. Par exemple, Nathalie Arthaud, eh bien, par tirage au sort donc du 7 mars, on lui a attribué la place numéro 1. Et donc cette place, c'est sa place officielle dans l'élection, dans la campagne présidentielle 2022. Sa place officielle que l'on retrouve également dans l'affichage. Vous savez, les candidats, il y a des panneaux d'affichage un peu partout en France, donc avec les 12 candidats, eh bien chacun des candidats a une place attribuée. Donc Nathalie Arthaud sera toujours dans le premier panneau, puisque sa place c'est numéro 1. Et Fabien Roussel sera dans la 2, etc. etc. Alors, donc, encore une fois, cette répartition a été faite par tirage au sort. Donc, pour reprendre le mot-clé de tout à l'heure, c'est le hasard qui a fait cette répartition. Donc, bien, nous allons voir, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ce hasard? Est-ce qu'on peut donner un sens à tout cela? Donc, le premier signe du zodiaque, c'est bien sûr le bélier. Le bélier qui représente le combat. Et donc, vous voyez cette énergie rouge, qui était un signe de feu, un signe de combat. Et donc, Nathalie Arthaud, eh bien, on lui a attribué justement cette première position. Nathalie Arthaud qui représente donc la lutte ouvrière. Eh bien, cette lutte ouvrière, eh bien, on la retrouve dans le signe du bélier. Ouais, c'est une coïncidence dans la coïncidence. C'est un signe. Ça nous intéresse parce que ça nous dit, tiens, c'est quand même fou. La lutte ouvrière, les revendications, le combat, eh bien, c'est le premier signe du zodiaque. La place numéro 1. Bon. Hasard. Donc ensuite, eh bien, voyons le deuxième candidat, c'est Fabien Roussel. Alors Fabien Roussel, on lui a attribué donc le numéro 2, donc également, il est dans la deuxième énergie du zodiaque, qui est l'énergie du taureau. Alors le taureau, c'est tout ce qui touche déjà à la nature, à l'agriculture, à la production, aux richesses, aux biens. Et donc, ici,
aussi à la répartition des richesses. Donc, produire, préserver le pouvoir d'achat, c'est tout à fait augmenter les salaires, préserver le pouvoir d'achat, remettre l'accent sur la production, sur l'agriculture, sur les valeurs agricoles aussi. Bien, tout ça, on fait partie du programme de Fabien Roussel, donc programme communiste, répartition des richesses. Taureau. C'est quand même déjà intéressant, mais voyons si l'analogie peut se poursuivre. Donc ici, nous avons en 3e position notre bien-aimé Emmanuel Macron, qui se trouve donc dans la 3e énergie du zodiaque, l'énergie des Gémeaux. Qu'est-ce que nous trouvons ici? La communication. Autant le taureau a un côté traditionnel, parfois agricole, autant ici nous avons, tiens, je vais me mettre là, tiens, nous avons ici le communicant. Et puis le Gémeaux, c'est la modernité, c'est le côté urbain, contrairement au taureau qui est le côté campagne. Ici, nous avons un côté urbain, les grandes villes, la communication dans les grandes villes, tout ce qui touche au déplacement. Bon, et puis, voilà, le Gémeaux, les deux facettes du Gémeaux, le en même temps, vous voyez, toujours deux, le Gémeaux, signe double. Donc, communication, etc. Bien, c'est intéressant. En plus, nous trouvons ici la jeunesse, le jeune, entre guillemets, président. Donc, bon, intéressant. Continuons, voir si le ciel essaye bien de nous parler ou si c'est juste le fruit du hasard. Numéro 4, le signe du Cancer, attribué à Jean Lassalle. Le cancer, qu'est-ce que c'est le cancer? Le cancer est la maison 4, c'est la maison des racines. C'est la maison donc de la patrie, du terroir, de là d'où on vient, d'un ancrage dans notre patrie d'origine. Et ben voilà, vous avez Jean Lassalle ici, le cancer. En même temps, il y a se prendre soin des autres, il y a un côté bon père de famille, etc. ici. Et puis, son ancrage dans, je crois que c'est les Hautes-Pyrénées, donc le sud de la France, le sud-ouest. C'est véritablement, typiquement, Cancer, maison 4. Voilà. Donc là, les partisans du hasard peuvent se dire, tiens, mais quand même, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Ensuite, alors, Marine Le Pen, on lui a attribué le numéro 5, et donc le signe du lion. Oui, la monarchie. Il y a un côté monarque ici. Il y a un côté rétablir l'autorité également. Il y a aussi beaucoup il y a du charisme, il y a du courage dans ce signe du lion. Le fait de régner, de faire l'expérience d'un pouvoir et d'une autorité. Donc ça, c'est typiquement Lion. Ensuite, donc, nous avons la maison 6 qui a été, et donc le signe de la Vierge qui a été attribué à Éric Zemmour. Bon, là, je ne veux pas trop en parler maintenant parce que ce sera plus parlant par la suite, mais nous avons ici quelqu'un d'extrêmement précis, exigeant, méticuleux, qui peut parfois avoir tendance à se perdre dans les détails, mais c'est très structuré malgré tout. Surtout, il y a une partie analyse du signe de la Vierge. On analyse en détail les choses. Or, la campagne, en fait, d'Éric Zemmour est basée sur une analyse de l'état de la France. C'est le constat. Voilà. C'est typiquement Vierge. On analyse, on décortique et on fait un constat de quelque chose. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, balance maison 7. Alors là, c'est surprenant. C'est surprenant parce que, autant, alors là, c'est vraiment, ça correspond très bien, tout correspond bien. Ici, on a une note
qui est apparemment discordante. Mais comme on en retrouve souvent dans des thèmes, dans des thèmes, le thème de personnes à analyser, c'est quelque chose que je rencontre très très fréquemment dans mes consultations. Bon, voilà, vous avez un enchaînement, tout va bien, et puis boum, il y a une fausse note. Ah, là, il faut creuser. Voilà. Pourquoi ? Parce que la balance est un signe de paix et d'équilibre, un signe d'union, nous verrons également. Bon. Et puis vous avez en face bien une personnalité qui est assez clivante, pour pas dire très clivante, c'est Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, et donc il y a une forme d'anachronisme à lui attribuer la maison 7 et la balance. Mais ce qu'il faut ici, dans cette deuxième partie, retenir, c'est que les signes ou les coïncidences ne sont pas forcément des analogies. Des coïncidences peuvent être aussi des fortes oppositions. Et tellement des oppositions, c'est-à-dire des choses anachroniques, qu'elles deviennent des formes de coïncidence. C'est exactement le principe de la conjonction ou de l'opposition. Donc là, c'est surprenant, mais c'est tellement surprenant que ça en fait une coïncidence. Jean-Luc Mélenchon dans le signe de la paix, de la concorde et de l'union. Bon, ben nous verrons un peu. Anne Hidalgo, numéro 8, le signe du Scorpion. Signe du Scorpion, quoi ça me fait penser ici ? Ça me fait penser à ces guerres intestines à l'intérieur du Parti socialiste. Nous avons vu toutes ces rivalités qui se sont exacerbées dans cette pré-campagne et dans la campagne, avec les primaires de l'Union de la gauche qui en ont été, qui n'en ont plus été, et toutes ces batailles intestines dont extérieurement nous ne voyons que la partie émergée. C'est certainement un grand panier de crabes avec la recherche du pouvoir et puis des blessures, des pressions psychologiques certainement très très fortes autour d'Anne Hidalgo. Bon, mais ça s'est déjà vu dans la campagne et la pré-campagne. 9, Yannick Jadot, le signe du Sagittaire, bon, évident. L'engagement pour des grandes causes, typique du Sagittaire, souvent avec une dimension internationale. L'engagement pour l'Ukraine, par exemple, l'engagement pour l'écologie, qui dépasse en fait les enjeux nationaux, le redresseur de tort, le chevalier blanc du zodiaque, voilà, et chevalier vert du zodiaque ici, voilà, nous avons toutes les valeurs du Sagittaire. Toujours dans le hasard pur, Capricorne, maison 10, attribué donc à Valérie Pécresse. Vous l'avez sur l'affiche. Voilà, donc il n'y a pas de sourire, c'est une vision lointaine. Il y a toujours une distance du Capricorne. Le Capricorne prend toujours ses distances. C'est assez sobre, donc on a du noir. Il n'y a pas de fioriture. Encore une fois, pas de sourire. Pas de regard avenant, rien de tout ça. Et on retrouve ici l'administratrice, l'énarque, Capricorne, la femme qui va gérer, mais qui est finalement un peu détachée, parfois un peu déconnectée, parce qu'elle garde toujours cette distance. Elle n'arrive pas à briser la glace avec les personnes. Et alors, par contre, elle sait parfaitement bien gérer un budget, gérer une région, etc. Mais voilà, c'est froid, c'est capricornien, c'est gestionnaire, c'est technocratique. Toujours dans le hasard, bien, nous avons Philippe Poutou en maison 11, donc dans le signe du Verseau. Bon, signe du Verseau, qu'est-ce que c'est ? C'est la révolution, c'est la contestation, c'est éclater un système pour le faire rentrer dans quelque chose de progressiste, oui, effectivement, de révolutionnaire. Donc ici, nous avons l'anticapitalisme, la lutte contre le capital, contre la centralisation, contre les autorités. Donc c'est à l'inverse, si vous voulez, le Verseau est opposé au signe du Lion, qui est représenté ici par Marine Le Pen. Donc ici, nous avons la révolution du peuple, en fait. Et bon, nous retrouvons la couleur orange qui va tout à fait dans le signe du Verseau.
Enfin, donc, dernier candidat, enfin, dernier dans l'attribution, un numéro 12 pour Dupont-Aignan, pardon. Donc, numéro 12, signe des poissons. Ben, ici, nous retrouvons... Bon, déjà, le signe des poissons, c'est un signe, je dirais, plutôt sympathique, avec des valeurs humaines, une certaine sensibilité, des valeurs humanistes, voilà, hein, humanistes. On retrouve un peu les valeurs cancer de Jean Lassalle, dans le sens de prendre soin, etc. C'est un signe faible par rapport à une présidentielle. Contrairement, par exemple, alors au signe du lion, hein, qui est parfaitement adapté à un signe présidentiel, au signe du Capricorne, finalement aussi, le charisme en moins, je dirais. La maison 7 également, qui est une dimension politique, la maison 11 aussi, voilà, ça ce sont des maisons, et la maison 1 également, hein, qui sont des valeurs ce sont des signes et des maisons qui véhiculent des valeurs propices pour s'imposer, pour être un leader. La maison 12, non. Et le signe des poissons, non. C'est trop faible, hein, c'est trop influençable. Il y a également ici des apparitions, des disparitions, c'est pas trop. Hein, donc, c'est pas forcément une bonne place, hein, pour Nicolas Dupont-Aignan ici. Mais on retrouve certaines caractéristiques, finalement, de cet homme politique. Voilà ce que je voulais vous montrer donc dans ce petit tour préliminaire. Et puis, pour vous donner la suite, eh bien, nous allons voir un peu plus en détail la personne, l'affiche et le thème pour chacun des candidats et chacune des candidates. Voilà. Donc, on se retrouve juste après ça. Merci. La question, c'est toujours la même. La question, c'est, est-ce que vous croyez toujours au hasard? Bon. Alors, nous allons regarder maintenant plus en détail, eh bien, l'affiche et le thème, eh bien, des 12 candidats, dans l'ordre. Donc, première candidate, Nathalie Arthaud, à qui l'on a attribué donc le numéro 1, donc le signe du bélier. Alors, si vous prenez cette vidéo en cours, cela ne veut pas dire du tout que Nathalie Arthaud est une native du bélier. Hein, ça ne veut pas dire ça. C'est simplement la campagne, donc dans quelles énergies est-ce que la campagne de cette candidate est placée. Il se trouve que la campagne de cette candidate, Nathalie Arthaud, a été placée par le ciel qui a attribué ces numéros dans les énergies bélier au sein du zodiaque. Voilà ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur l'affiche? Voyons. Bon, déjà, on retrouve du rouge. Hein, vous voyez ici la lutte ouvrière. Hein, vous voyez, c'est rouge. La lutte, c'est rouge. Hein, bon, à la base aussi, c'est la couleur de la gauche, mais c'est aussi la couleur du combat, du sang versé, hein, pour remporter un combat qui est tout à fait dans le sens du signe du bélier. D'ailleurs, on pourrait même aller plus loin. Hein, le bélier, c'est le signe qui ouvre la ronde du zodiaque, et on retrouve ce mot ouvre dans ouvrier, hein, ouvrier, celui qui ouvre, comme le bélier qui ouvre la ronde du zodiaque. On retrouve également un vocabulaire martien, hein, martien, Mars qui est la planète du bélier, dans le mot lutte. Et puis le camp des travailleurs, hein, le camp, hein, c'est souvent voilà, il faut choisir son camp. Sous-entendu, il y a deux camps qui s'affrontent, donc il faut choisir son camp et se battre pour ce camp, etc. Bon, j'ouvre des portes ouvertes. Regardons un peu davantage son thème astral. Eh bien, c'est très surprenant parce que en fait, Nathalie Arthaud est une Poisson ascendant Balance. Alors ça, nous avons deux signes extrêmement sensibles, très doux. Elle est aussi une vénusienne, puisque son maître d'ascendant, c'est donc Vénus, et Vénus est en Poisson. Donc c'est aussi une vénusienne des Poissons. Donc elle est Poisson ascendant Balance et vénusienne des Poissons.
Elle aurait pu faire de la tapisserie, je l'imagine faire de la tapisserie dans un donjon moyenâgeux, en train de jouer de la harpe et de rêver au prince charmant. Hein. Donc, je veux dire, voilà, Poisson ascendant Balance, vénusienne des Poissons, c'est extrêmement sensible. Et pourtant, elle est la leader d'un mouvement de combat. Alors comment ça s'explique ? Bien, il faut regarder l'ensemble du thème astral, hein, bien sûr, c'est comme à chaque fois, lorsque les personnes me disent « Ah, mais je me reconnais pas dans mon signe solaire », oui, mais oui, le signe solaire, bien sûr, c'est un élément important de votre personnalité, mais c'est pas le seul, il faut regarder l'ensemble du thème, évidemment. Qu'est-ce que l'on trouve déjà ? On trouve un Mars angulaire ici, hein, vous voyez, un Mars est posé sur la maison 7. Donc c'est une martienne également. Mars qui est également la planète, son deuxième maître d'ascendant. Son premier étant Vénus de la Balance, mais vous voyez que le Scorpion fait partie de sa maison 1, donc elle est aussi ascendant Scorpion, hein, une sous-tendance Scorpion. Et donc Mars, ici, est angulaire, est aussi très importante dans le thème de l'atelier Artaud. Alors la maison 7, c'est la maison des relations. Mars, c'est la planète du Bélier, c'est la planète du combat. Donc on trouve ici, eh bien, oui, beaucoup, en fait, c'est une personnalité très, très, très sensible, quelqu'un qui ressent énormément de choses, quelqu'un qui certainement aussi aspire à la paix, Balance, mais qui a un potentiel de battante, un potentiel de guerrière, que l'on retrouve dans Mars Bélier. Elle est là pour porter une lutte dans les relations. Et Mars se dirige vers Saturne ici, Saturne en Taureau. Justement, qu'est-ce que c'est Saturne en Taureau ? C'est le propriétaire terrien, c'est le capitaliste, hein, celui qui possède le capital, celui qui représente une autorité, issue peut-être d'une sorte de filiation par le Taureau. Et ce sont des institutions, des banques, hein, Saturne Taureau, les banques. Et donc, vous voyez, Mars vient ici porter le combat contre Saturne dans la maison 7, qui est la maison des échanges avec autrui. Donc en fait, oui, elle est très sensible, mais elle n'est pas que sensible, c'est aussi une guerrière. On retrouve également ici, voilà, ça attire notre attention, cette conjonction Lune-Uranus. Hein. La Lune est toujours importante dans les thèmes des personnalités publiques et surtout politiques parce qu'elle représente la foule, le peuple et les partis. Donc ici, la Lune est particulièrement importante puisqu'elle est maître de sa maison 10, hein, au milieu du ciel en Cancer, donc qui la prédispose à remplir un rôle public. Lune conjoint Uranus, un rôle médiatique. Mais Lune conjoint Uranus, entourée justement par Pluton, la planète du combat, de la résistance, et Uranus, la planète de la révolution, eh bien nous avons ici une Lune profondément contestataire et révolutionnaire. Donc c'est pas du tout surprenant, hein, voilà. Et puis vous avez Mercure, hein, dans le signe du Verseau ici, qui montre son côté porte-parole, hein. Mercure va diffuser l'information, toujours dans un côté révolutionnaire, puisque Uranus est la planète du Verseau, donc vous avez ici toujours ce côté porte-parole révolutionnaire pour une lutte contre le capital. Ouais, nous retrouvons tout ça dans le thème de Nathalie Arthaud. Est-ce que le chiffre 1 et le signe du Bélier lui vont bien? Parfaitement. Voilà. Donc parfaitement, elle conserve une sensibilité, ça c'est sûr, ça fait partie de sa personnalité, mais placer sa campagne sous le signe du Bélier, pour Nathalie Arthaud, eh bien ça favorise son combat et son engagement. Voilà. On se retrouve donc pour le deuxième personnage, le deuxième candidat. Le deuxième candidat, donc, c'est Fabien Roussel. Fabien Roussel, candidat communiste, à qui, eh bien, le ciel a attribué le tirage au sort a attribué le signe du Taureau et donc le chiffre 2. Alors,
Je suis très surpris par cette affiche, hein, parce que ça ressemble pas du tout à une affiche communiste habituelle, qui serait plutôt dans les tons rouges. Là, c'est Hollywood. Hein. Ça me fait penser à l'affiche du film Cocktail. J'ai une vague idée de comment elle est avec Tom Cruise, vous voyez. Donc, on a l'impression qu'il y a un shaker et qu'il est en train de. Bon, donc je trouve l'affiche pas très bien adaptée. Bon, en même temps, pourquoi pas. Hein. La France des jours heureux. Bah, la France des jours heureux, oui. C'est une valeur typique taureau. Hein. L'âge d'or taureau. Les jours heureux, où l'humanité vivait en accord, en harmonie avec la nature, dans les champs, dans la production des céréales, abondance, etc. Vous voyez, c'est ça. Ça, ce sont des valeurs taureaux. Bon. Alors, est-ce que Fabien Roussel est taureau? Ben non. Pareil, hein, si vous prenez cette vidéo, ça ne veut, en cours, hein, ça ne veut pas dire que Fabien Roussel est taureau. Hein. C'est juste sa campagne qui est placée sous le signe du taureau. Bon, lui, il est bélier. Il est bélier ascendant balance. Bon, c'est comme ça. Ce sont des signes qui s'entendent pas très bien, hein, puisque ce sont des signes opposés. Donc vous avez le bouillant bélier, avec beaucoup d'impulsivité, de la combativité, parfois de la précipitation, et puis vous avez l'ascendant balance qui lui aspire à quelque chose de calme, d'équilibré, de serein, mais c'est rendu très compliqué par le soleil en bélier qui a toujours besoin de se dépenser, de se battre pour quelque chose, voire de se chercher des combats. Alors, vous voyez ici cette conjonction Soleil-Lune qui signe également la dimension, la notoriété, et puis la dimension populaire et médiatique. Voilà, de Fabien Roussel. Donc c'est là on retrouve une forme de prédestination, comme tout à l'heure chez Nathalie Arthaud. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes avec son thème finalement pour quelqu'un qui sait décoder, parce que l'on trouve la lune maître de la maison 10. Hein, donc on retrouve ici un destin public, une notoriété publique, mais également une autorité. Saturne conjoint Soleil conjoint Saturne, sur un parti, hein, la Lune, ici, un parti de combat, hein, bélier. Ouais. On retrouve également cette dimension combatif chez lui par Vénus, donc son maître d'ascendant Balance, donc qui aspire à la paix. On le retrouve dans le signe du bélier, donc un combattant. C'est son ascendant Balance qui lui donne ce charme. Hein. Pour un homme ou pour une femme, l'ascendant balance, il y a toujours une beauté, une grâce, enfin quelque chose qui différencie et qui est aussi à la base de certainement à la base de sa notoriété. Mais Vénus en bélier montre aussi une personnalité de combat, une personnalité de lutte. Certainement aussi avec Saturne, une autorité, hein, très, très, très marquée, très, très forte. Alors, est-ce que le taureau correspond bien à Fabien Roussel ? Je dirais pas vraiment. Hein, il est en fait, mais je pense que ça lui sert pour le coup, parce que placer sa campagne dans le signe du Taureau, donc la France des jours heureux, ça vient apaiser en fait une personnalité qui elle n'a sans doute pas grand-chose d'apaisé. Hein. C'est quelqu'un certainement d'assez impulsif, certainement aussi d'autoritaire, mais on ne le voit pas, ou en tout cas c'est plus ou moins gommé, en tout cas les angles sont arrondis, parce que sa campagne est passée sous le signe du taureau. Et donc on va parler davantage du pouvoir d'achat, typique taureau, des salaires, de la répartition des richesses, du fait de reproduire en France, de produire en France, vous voyez, de renationaliser certaines choses. Ça, c'est typique, pour le coup, des valeurs communistes. Voilà. Bien, nous allons voir maintenant le troisième candidat. À tout de suite. Bien, alors, troisième candidat, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on trouve sur son affiche ? Donc, Emmanuel Macron lui a attribué donc le numéro 3 et donc le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est le signe de la communication. Qui est double.
Et du coup, on retrouve tout à fait ça dans la politique du en même temps, qui est aussi encore, puisque c'est réchauffé, en fait c'est encore le centre de sa campagne, c'est toujours le en même temps, le en même temps version 2. Donc en même temps à droite, en même temps à gauche, c'est typiquement Gémeaux. On va faire ceci, mais on va faire en même temps cela. Et au final, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a une superficialité aussi dans le signe des Gémeaux et quelque part une duplicité, c'est-à-dire on est double dans sa façon d'aborder la vie et de prendre des décisions. Alors dans la vie politique, certainement aussi dans sa vie personnelle, euh, où il y a certainement deux Emmanuel Macron également. Et pourtant, il n'est pas Gémeaux, il est Sagittaire ascendant Capricorne. Donc ici, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait. Vous pouvez taper sur Astroscience le thème d'Emmanuel Macron. J'avais fait son thème dès le début, dès son élection, où j'avais déjà annoncé beaucoup de choses qui se sont en fait avérées vraies par la suite et que l'on ne voyait pas forcément au début de son mandat. Quand on regarde l'affiche ici, par exemple, vous voyez un regard plein d'empathie, compatissant. Voyez, on a l'impression qu'il presque qui vient nous plaindre en fait. Mais peut-on être objectif par rapport à quelqu'un qui a enfermé la France et qui gouverne d'une manière aussi verticale, si finalement peu démocratique depuis le début de son mandat. Donc ça, on retrouve ceci dans le Saturne, son maître d'ascendant Capricorne, qui est déjà un signe très autoritaire, un signe de contrôle, qui se trouve ici. Saturne en Vierge, qui est vraiment une position de contrôle, de restriction, voilà, c'est tout à fait cela, ce que l'on a vécu en fait, et de même que Mars en Lion est une position ici, bien pour le coup très autoritaire. Ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de son thème astral, les transits que Emmanuel Macron va avoir prochainement, c'est qu'il soit élu ou pas. C'est un carré de Jupiter au Soleil dès le mois de mai. C'est-à-dire que s'il est élu, sa légitimité, et ça va durer toute l'année 2022, donc ça signifie que s'il est élu, dès le mois de mai, sa légitimité sera contestée, et contestée très très fortement. C'est-à-dire qu'il aura du mal, vraiment beaucoup de mal, à se faire reconnaître comme le président des Français. Mais c'était déjà le cas à l'élection présidentielle précédente, mais là, ce sera beaucoup plus fort. Ce sera sans commune mesure par rapport... Donc vraiment, sa légitimité aura beaucoup de mal à être reconnue et validée. Je dirais même, je dirais presque juridiquement. Ce sera remis en question. Et puis, en 2023, il a le passage de Pluton sur son ascendant Capricorne. Alors ça, je pense pas qu'on ait déjà vécu une telle configuration si toutefois il était élu. Un président qui aurait Pluton sur son ascendant au moment où il est en exercice, c'est quelque chose qui, enfin, de ma connaissance, je ne trouve pas d'exemple de cela. Alors, s'il est élu, là, c'est vraiment, ce serait vraiment dictatorial, avec des mesures extrêmes, puisque l'ascendant, c'est la manière dont on aborde la vie. Pluton, j'en ai déjà parlé, je vous renvoie à ma vidéo sur Pluton, je vais la mettre donc dans en lien là qui apparaît. Vous allez retrouver donc les valeurs de Pluton, vous les mixez avec le thème d'Emmanuel Macron, vous voyez ce que ça donne, c'est vraiment, je pèse mes mots, c'est quelque chose de tyrannique. S'il n'est pas élu, Jupiter carré Soleil en 2022 annonce vraiment des problèmes pour lui au niveau juridique, c'est-à-dire qu'on va découvrir énormément de choses, il va y avoir certainement des procès, voilà. Et dans ce cas, Pluton sur l'ascendant amènera ce dont j'ai parlé dans les vidéos, notamment sur Pluton, c'est-à-dire le retour de bâton. Le retour de bâton, c'est 2023, sur une base 2022 où il y aura beaucoup de tractations juridiques certainement à son encontre. D'autre part, voilà ce que je peux dire dans ce format sur le thème d'Emmanuel Macron. Eh bien, nous allons voir maintenant le candidat suivant, donc Jean Lassalle. Donc Jean Lassalle à qui
le sort a attribué le numéro 4 et le signe du cancer. La France authentique. La France authentique, oui, ce sont des valeurs typiquement cancer. Le cancer, c'est le retour euh, à la patrie, c'est le retour aux racines. Vous voyez. Donc Jean Lassalle met toujours en avant, mais il peut pas faire autrement puisqu'il est imbibé de ses racines dans le sud-ouest, dans ces montagnes pyrénéennes, et donc son slogan, la France authentique, met l'accent également sur un retour aux racines traditionnelles françaises, aussi au peuple. Et avec le cancer, dans un signe de prendre soin. Hein, vous voyez le cancer ici, la maman qui prend soin de son enfant. Il y a un aspect très démocratique. Hein, c'est vraiment une notion démocratique attachée au signe du cancer. Donc on gouverne par le peuple, pour le bien-être du peuple. Derrière, dans son affiche, on retrouve vraiment l'herbe, les prés, un champ, hein, donc qui montre tout à fait des valeurs terrestres, retour à la production, prendre soin de la nature comme on prend soin, eh bien, du peuple. Donc je trouve que c'est vraiment en accord en fait, hein, entre le personnage, l'affiche et le signe du cancer. Qui est-il, Jean Lassalle? C'est un taureau ascendant vierge. Vous voyez, donc on retrouve ici 2 signes de terre. C'est pas pour rien. Hein, ce sont des valeurs terrestres. Certainement une grande capacité de travail, hein, par cette signature. Mercure, maître d'ascendant, revient en conjonction du Soleil dans la maison 9 et dans le signe du Taureau. Donc la maison 9, c'est la maison des valeurs. Et le signe du Taureau, c'est un signe de terre, donc c'est effectivement des valeurs terrestres très affirmées. Mercure ici dominant, puisque conjoint à son milieu du ciel, montre à nouveau, comme pour les autres candidats, un rôle public, le fait de s'exprimer en public. Certes, Mercure en Taureau ne prédispose pas à une parole rapide. Hein, au contraire, voilà. Il faut s'asseoir, il faut se poser, il faut parler lentement. C'est Mercure Taureau. Mais par contre, il y a beaucoup de bon sens, hein, je dirais de bon sens paysan, au sens noble du terme, hein, dans Mercure Taureau. Hein, le besoin de se reconnecter à la nature régulièrement. Et pourtant, vous avez aussi cette conjonction chez lui qui est la conjonction Jupiter-Uranus en Cancer, hein, Cancer, donc en lien avec son affiche. Ici, c'est le guide vers la liberté, hein, pour le peuple. Hein, donc c'est guider le peuple vers la liberté, mais dans un sens aussi en prenant soin des personnes. Hein, il y a un côté vraiment très humaniste, humain. Bon, qu'est-ce que je dirais? Je trouve que c'est très cohérent. C'est déjà un personnage sympathique. J'aime pas tellement ce terme parce qu'il peut peut avoir une connotation péjorative, mais il faut reconnaître que Jean Lassalle dégage quelque chose d'extrêmement sympathique, et je pense que le cancer maison 4 correspond très bien non seulement à sa personnalité, mais aussi à la campagne qu'il veut mener pour la France. Voilà. Voilà, nous allons voir le cinquième ou la cinquième candidate. Donc le tirage au sort a attribué le numéro 5 et donc indirectement le signe du lion à Marine Le Pen. Et nous avons en fait, alors là pour le coup, vous voyez, Marine Le Pen est bien une lion. Elle est native du lion. Donc déjà, il y a une affinité entre le signe, le chiffre qui lui a été attribué et son signe solaire, le lion. Donc ça, c'est déjà important et c'est plutôt de bon augure par rapport à sa campagne. Ensuite, l'affiche reflète complètement cette idée du lion maison 5. Déjà, on voit donc présidente ici, on voit femme d'État, elle est au centre. On trouve la crinière du lion, hein, donc les cheveux blonds qui entourent le visage. C'est vraiment une affiche typiquement lion, qui
euh, parle d'autorité, mais le visage est souriant, le regard est doux, apaisant, je dirais même. Donc on trouve à la fois la force du lion et, si vous voulez, une certaine euh, euh, douceur, en tout cas dans le regard, hein, et dans le sourire, qui sont elles en accord avec son ascendant Balance. Hein, vous voyez, parce que donc Marine Le Pen est Lion ascendant Balance. Vous voyez, donc on a la force du lion et on a aussi la notion d'équilibre, de justice, euh, de son ascendant Balance. Et certainement que je dirais dans ses campagnes précédentes, dans sa vie politique précédente, ce qui avait été mis en avant, c'était surtout l'ascendant Lion. C'était surtout le soleil Lion. Et peut-être pas suffisamment l'ascendant Balance. Or, là, en ce moment, elle est en train de montrer davantage qu'elle peut être aussi ascendant Balance. Et c'est ce qu'on retrouve, en fait, dans son affiche. Donc, l'ascendant Balance, signe de justice. Hein, vous savez que Marine Le Pen était avocate à la base. Donc, on retrouve tout à fait ici l'avocate, ascendant, donc Lion. Hein, Lion, je m'exprime devant le peuple, sur une scène, avec autorité, avec charisme, et ascendant Balance dans pour la justice, pour rétablir un équilibre. Donc ça, c'est typique de l'avocat. On trouve beaucoup d'avocats, aussi de magistrats avec ce type de signature. Vénus en Lion, conjoint au Soleil, bien nous renvoie dans un charisme, dans une capacité de séduction d'un public, d'un électorat. Il y a l'amour du beau également ici, certainement des bijoux, des choses comme ça. Bon, ouais, il y a un côté or, hein, c'est l'or, Vénus Lion. Bon. Mercure conjoint au Soleil montre sa capacité à porter une parole forte. Et puis Mars, qui est dominant ici, hein, eh bien montre un combat au niveau de son engagement politique. Donc c'est aussi une femme battante, hein, un combat. Mars en Cancer ici, donc pour le peuple aussi. Donc Cancer, vous voyez, Mars en Cancer. Qu'est-ce qu'on retrouve également dans son thème astral? Oui, bien, on retrouve ici Saturne. Vous voyez, donc dans sa maison 7, donc en bélier, donc là des opposants très très forts. Oui, elle a les adversaires à la hauteur de sa propre force, je dirais. Donc des adversaires très puissants, déterminés, presque obtus. On retrouve également Saturne, maître de 4, ici, 4 qui pour une femme représente la maison 4 qui représente le père. Donc ici on a la force du père aussi, qui étrangement est certainement un allié dans l'absolu, mais aussi un ennemi, hein, dans la maison 7. Un père autoritaire, Saturne Bélier, qui l'a obligé certainement à montrer d'abord son soleil en Lion, hein, pour rivaliser, pour être à la hauteur de Saturne Bélier. Mais maintenant, une fois affranchie, elle peut davantage laisser s'exprimer son ascendant Balance, et donc certainement on est amené à la découvrir ou à la redécouvrir, eh bien un peu autrement. Est-ce que ça correspond bien? Oui, ça correspond bien. Ce numéro 5 est très fort pour une campagne. Je suis pas étonné qu'elle fasse, enfin, de manière objective, hein, c'est ce que on dit ce que j'entends dire dans les médias, qu'elle fasse une bonne campagne, parce que tout est cohérent ici, hein, cohérent avec son thème. C'est une bonne position. Lion maison 5, elle-même est Lion, etc., etc. Donc plutôt bien. Voilà. La suite. Croyez-vous toujours au hasard? Le numéro 6 et donc le signe de la Vierge, aussi, indirectement, ont été attribués au candidat Éric Zemmour. Éric Zemmour qui, lui, est, par sa signature, donc est Soleil en Vierge et Ascendant Vierge. Donc c'est un Vierge Ascendant Vierge, hein, à qui on a attribué le numéro 6 et le signe de la Vierge. Vous voyez? Bon. Après, le hasard. Vierge, ascendant Vierge,
C'est extrêmement méticuleux, très précis, extrêmement organisé, structuré. On va au fond des choses, on approfondit, on regarde en détail, on analyse. Et on analyse dans les moindres détails les choses. Vous voyez, et ça, c'est ce qu'a fait Éric Zemmour par rapport au constat qu'il a fait sur l'état de la France. Voilà. Et c'est ça qui est à la base de sa campagne et de son engagement dans cette élection présidentielle. C'est-à-dire un constat extrêmement précis et méticuleux de l'état de la France aujourd'hui. Je trouve un peu anachronique de dire pour que la France reste la France, oui, oui. Pourrait dire presque pour qu'elle redevienne la France, hein, ici. Parce que dans ce cas, on a une notion d'immobilité. Si pour que la France reste la France, bon bah voilà, ça bouge pas quoi, hein, c'est statique. C'est statique, un peu comme la posture d'Éric Zemmour dans cette affiche, qui ne donne pas une dynamique. C'est fixe. Bon, ça c'est mon analyse, je dirais, visuelle, mais finalement c'est assez proche du signe de la signature Vierge ascendant Vierge qui peut se perdre dans les détails, finalement à devenir tellement complexe que l'on est immobile et inaudible, pratiquement. Donc ça, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on trouve dans son thème astral? On trouve donc Vierge ascendant Vierge, Mercure maître d'ascendant dans le signe du Lion, bah ça c'est l'écrivain, hein. Ça c'est typique. Mercure la communication, brillante dans le signe du Lion, donc une écriture, une communication brillante. Là, on le retrouve tout à fait. Ça n'a d'ailleurs pas forcément été tout de suite le cas, hein, parce que Mercure maison 12, il a fallu déjà faire sortir tout ça. Hein, ça a dû prendre du temps pour qu'il trouve la confiance en lui, parce qu'un Vierge ascendant Vierge doute énormément de lui, ce qui met souvent son ego en porte-à-faux. Et du coup, Mercure ici a dû vraiment dépasser des autolimitations pour pouvoir sortir et s'extérioriser. Ça n'a pas été forcément évident. Mais c'est vrai que la conjonction Pluton-Soleil lui donne, c'est ça qui a aidé Mercure à sortir de sa maison 12, c'est la recherche du pouvoir. Ça, c'est vraiment quand même une des caractéristiques de son thème, Soleil conjoint Pluton. Et Soleil conjoint Pluton, maison 12, certainement une personnalité très très secrète. Il y a des choses très profondes, enfouies chez Éric Zemmour, qui d'ailleurs peuvent le regarder uniquement à lui. Mais bon, là, nous parlons d'un possible futur président, donc il y a toute une part d'ombre qui est complètement connu et en tout cas pas du tout extériorisé, médiatisé. Hein. Donc c'est quelqu'un, on ne voit que Mercure Lion, mais je pense qu'il y a toute une partie de lui qui reste dans l'ombre. Hein. Donc ça c'est quand même une interrogation. Qui est-il réellement? Quels sont potentiellement les secrets qu'il cache? On peut se poser cette question. D'ailleurs, ici, Jupiter-Neptune montre quelqu'un qui a aussi accès, ce qui n'est pas forcément le cas toujours avec des vierges ascendant vierges, mais ici accès à la spiritualité, tout à fait. Il y a même un côté mystique qui peut se dégager de Jupiter-Neptune. Donc le contact avec l'au-delà, les rapports avec la religion ou les religions, avec la foi, avec une foi en particulier, là ça peut tout à fait être indiqué ici. Mars en taureau, on retrouve des valeurs terrestres, donc pour que la France reste la France, un peu comme Jean Lassalle précédemment, Mars en taureau maison 9, donc se battre pour des valeurs terrestres, donc produire en France, voilà, ça c'est une dimension assez nationale, je dirais. Voilà, c'est ce que je peux dire pour rapidement sur ce thème. Bien sûr, il faudrait une analyse plus longue pour faire ressortir plus de choses, mais bon, voilà, j'ai un temps limité par candidat. Bon, à tout de suite pour le prochain candidat. Oui, pardon, avant d'en venir au candidat suivant, j'ai oublié de me poser la question de savoir est-ce que ce numéro 6 vierge correspond bien, va favoriser donc la campagne d'Éric Zemmour. Alors déjà, ça correspond bien, oui, parce que nous avons vu, il est vierge ascendant vierge, donc le 6 vierge parfait. Simplement, je dirais que c'est presque que ça lui correspond trop bien, en fait.
ça fait le jeu de ses propres énergies, mais les énergies vierges et maison 6 ne sont pas forcément des énergies propices pour dégager un charisme tel et entraîner les autres à sa suite, et non plus pour diriger, pour prendre la tête d'un mouvement, d'un parti ou d'un État. La maison 6, la Vierge, c'est le signe traditionnel des inférieurs, des serviteurs, excellents serviteurs, par exemple, de l'État, très précis, mais qui manque certainement d'une certaine ampleur, d'un certain charisme. Je suis pas en train de décrire Éric Zemmour, je suis en train de décrire la Vierge Maison 6, vous voyez. Ça manque d'ampleur, ça manque de charisme pour pouvoir entraîner autrui. Donc c'est pas forcément une très bonne maison ici, et ça risque de le maintenir dans quelque chose finalement d'assez étriqué. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors, donc, le 7e candidat, numéro 7 attribué, et donc balance attribuée à Jean-Luc Mélenchon. Alors là, c'est très surprenant, comme je l'ai dit précédemment. C'en est tellement surprenant que cela devient une forme de coïncidence qu'il est bon donc d'analyser, de relever. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon n'a rien d'un balance. C'est un lion, ascendant vierge. Bon, alors, 2 signes consécutifs ici. C'est toujours Lion Vierge, il y a toujours une problématique d'ego. Hein. Pourquoi ? Parce que le soleil en Lion se voit grand, se voit monarque, a besoin de reconnaissance, d'exercer un pouvoir. Et l'ascendant Vierge, au contraire, donc la manière avec laquelle il échange avec la vie, au contraire, doute de lui, a tendance à se mettre au service des autres plutôt qu'à assumer son propre pouvoir. Et donc, puisqu'il est dans une position d'infériorité par l'ascendant vierge, eh bien, le soleil en lion n'est pas suffisamment reconnu, donc il souffre, il est frustré. Vous voyez ? Ça pose des problèmes d'ego. C'est-à-dire que parfois le lion en fait trop, justement parce qu'il a tellement besoin d'être reconnu, d'être aimé, qu'il prend le contrôle. Et puis au quotidien, la Vierge peut avoir tendance à sous-estimer son potentiel et donc à frustrer le soleil Lion. Vous voyez ? Et ça, c'est ce qu'on retrouve également chez Jean-Luc Mélenchon par son maître d'ascendant, vous voyez, Mercure, qui lui aussi est en Vierge maison 12. Alors, on dit c'est un orateur, c'est un tribun hors pair, etc. Alors, ça n'a certainement pas été toujours le cas. Ça, je pense que je connais pas bien Jean-Luc Mélenchon, pas suffisamment, moi, sa biographie, mais je pense qu'au contraire, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à s'exprimer plus jeune, au début de sa vie, dans la première partie de sa vie, qui était plutôt timide, plutôt réservé, plutôt infériorisé, ou qui s'infériorisait. Et même dans l'expression personnelle, s'exprimer devant un groupe, ça devait pas être naturel. Et voilà, ça a dû créer une grande frustration chez lui. D'autant plus que vous voyez Saturne ici devant son ascendant, donc en balance là, parce qu'il est ascendant vierge, mais Saturne est en balance, montre des difficultés justement à échanger avec la vie, un manque de confiance, tout de suite être confronté à une forte autorité qui a tendance à le rabaisser. Voilà, tout ça concourt dans une direction, enfin, je vois les choses en même temps que vous ici, hein, mais c'est comme un ressort qu'on a comprimé, quoi. Vous voyez, on l'a rabaissé, quoi. On l'a enfermé dans quelque chose, et ça a créé une grande frustration. Et à un moment donné, il y a dû avoir une explosion, d'ailleurs que l'on peut retrouver ici dans Uranus. Proche de son milieu du ciel. Vous voyez, ça, c'est la planète la plus élevée de son thème. Donc là, c'est bien une libération. Donc là, ici, une libération personnelle. Alors maintenant, en tant que homme politique, c'est les insoumis. Hein. Uranus, milieu du ciel, c'est en Cancer, c'est les insoumis, c'est-à-dire la révolte du peuple. Donc c'est un parti révolutionnaire. Hein, voilà. Ça, c'est clair. Mais derrière ça, qu'est-ce qui s'est libéré, je dirais, non pas pour l'homme politique, mais pour l'homme tout court, eh bien, c'est le ressort qui s'est libéré, hein, grâce à Uranus ici, libéré d'une autorité, libéré de tout un ensemble d'auto-limitations, de doutes personnels, etc., pour assumer davantage
son soleil lion, c'est-à-dire le monarque, quoi, en fait. Hein. Donc derrière la libération du peuple, il y a aussi certainement une autorité très forte, hein, mais aussi quelqu'un qui a un arrière-fond de doute sur lui-même, qui maintenant est bien masqué derrière le soleil en lion, hein, le chef, celui qui projette la force, etc. Oui, mais ascendant vierge. Voilà, on retrouve, pareil pour un personnage public, la lune angulaire sur sa maison 7, hein, donc vraiment le fait d'avoir un impact sur un public, une foule, une masse. Et la lune donc maître du cancer ici, donc Uranus, hein, donc la révolution, donc on guide un parti vers la révolution, hein, c'est vraiment l'image de Jean-Luc Mélenchon. Alors est-ce que la balance correspond bien? Pas du tout. Hein, donc là, pas du tout. Avec le personnage, comme tout à l'heure, on a pu voir avec Éric Zemmour, ça correspondait parfaitement ici. Là, pour le coup, c'est peut-être le seul des 12 auquel le signe ne correspond pas à ce qu'on trouve. Mais pour le coup, je pense que placer sa campagne sous le signe de la balance va le servir. Parce que ça va lui permettre d'arrondir les angles. Et d'ailleurs, sur son affiche de campagne, on retrouve l'Union populaire, hein, vous voyez, l'Union qui est tout à fait du registre, qui vient du registre de la balance, l'Union populaire. Bon, en fait, il n'y a pas beaucoup d'union, hein, mais quand même, ça contribue à arrondir les angles et à donner donc, à assagir le personnage, je dirais, vous voyez. Donc, je trouve que c'est plutôt positif. Ça augure plutôt d'une bonne campagne. Hein, voilà, de bons résultats. Voilà ce que je peux dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous allons regarder le candidat suivant maintenant. Donc, le numéro 8 et donc le signe du Scorpion ont été attribués à la 8e candidate, donc Anne Hidalgo. Alors, c'est toujours un signe spécial, hein, le signe du Scorpion. Et donc ici, même visuellement, on a une contradiction entre l'affiche qui est pleine de fraîcheur, hein, un peu de rose orangé, un chemisier blanc ouvert, un grand sourire, voilà. Et puis la maison 8, le signe du Scorpion. Bon, alors ça nous intrigue. Enfin, pas trop longtemps non plus, parce que on comprend que derrière cette façade, en fait, cette joie affichée, ce rayonnement affiché, derrière, c'est beaucoup plus sombre, hein, que ça n'y paraît. Notamment parce que le Scorpion évoque des luttes intestines, des rivalités. Notamment pour l'exercice du pouvoir, on peut s'aborder ou se saborder soi-même, des pressions psychologiques, des attaques, des manœuvres souterraines pour discréditer certaines personnes, pour passer devant d'autres, etc., 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 etc. Donc voilà ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà, et la campagne d'Anne Hidalgo, aussi rayonnante soit-elle sur son affiche de campagne, en fait, est une campagne très sombre et qui va certainement laisser des traces, pour ne pas dire des cicatrices très profondes, dans son parti. Bon. Alors, est-elle Scorpion elle-même, Anne Hidalgo? Non. Hein, c'est une Gémeaux, donc c'est une communicante. Vous voyez Gémeaux, Soleil Gémeaux dans la maison 10, hein, planète la plus élevée de son thème. Donc ici, nous avons quelqu'un qui dégage une certaine jeunesse, une vivacité d'esprit, qui parle bien, qui sait bien s'exprimer. Et puis ascendant Vierge. Alors là, c'est très différent. Beaucoup de rigueur, une grande capacité de travail. Voilà. Donc ce n'est pas seulement un Gémeaux un peu, on va dire, superficiel, qui est juste dans la communication. Hein, c'est aussi quelqu'un qui sait probablement analyser, regarder avec beaucoup de détails les choses. Et d'ailleurs, elle est issue
d'un travail d'inspectrice du travail. C'était une inspectrice du travail à la base, hein, de mémoire, Anne Hidalgo. Et donc, on retrouve cela tout à fait donc dans son ascendant Vierge, mais aussi, vous voyez ici dans Saturne en Capricorne. Hein, ça, c'est vraiment le contrôleur. Hein, et Saturne, maître de la maison 6, le travail, Gémeaux, Verseau, pardon, dans le signe du Capricorne. Donc ici, on a vraiment sa signature. Hop, on a vraiment sa signature d'inspectrice du travail. Donc son maître d'ascendant, donc c'est Mercure. Mercure en signe du Cancer. Donc là, nous avons la porte-parole dans la maison 11, donc qui est la maison de la politique. Donc Mercure en maison 11 la prédispose déjà à être la porte-parole, hein, elle est Gémeaux, mercurienne, maison 11, porte-parole médiatique d'un parti, le Cancer, parti démocratique, hein, démos le peuple du Cancer, donc plutôt, ça c'est vraiment un parti de gauche, hein, Mercure Cancer. Donc voilà son rôle, voilà son rôle ici. Qu'est-ce qu'on peut retrouver également Ici, ce que je vois, c'est la Lune. Donc voilà, vous voyez, la maison 4, les racines dans le signe du Sagittaire, qui montre avec la Lune ici, donc une famille, des racines qui sont à l'étranger, qui viennent de l'étranger. Hein, donc Anne Hidalgo est née en Espagne, toute sa famille est espagnole, et ils ont émigré en France par la suite. Hein, donc on retrouve bien la Lune en Sagittaire, maison 4, ici. Hein, vous voyez. Et donc, partant de là, une belle ascension pour arriver aujourd'hui candidate à l'élection présidentielle et responsable, enfin tête de proue d'un parti socialiste. Maintenant, ayant dit cela, est-ce que cela correspond bien? Donc, pas du tout. Est-ce que c'est favorable à sa campagne? Pas du tout non plus. Je dirais même que le Scorpion et la maison 8 annoncent des pertes. Vous savez que le Scorpion, c'est le signe de la mort, hein, de la mort symbolique, de la fin de quelque chose, pour une transformation. Donc je pense que c'est la dernière campagne d'un mode socialiste tel qu'on le connaît, et que derrière, forcément, il y aura une mort, malheureusement, hein, pour elle, de ce parti socialiste, et forcément une transformation de celui-ci. Hein. Par exemple, donc des pertes financières, hein, Scorpion, très très lourdes. Le fait que peut-être elle n'arrive pas, je sais pas où elle en est, mais à passer, je crois que c'est des 5%. Donc si elle n'y arrive pas, elle va avoir des pertes financières très lourdes qui peuvent entraîner le parti vraiment à sa fin, à sa mort, pour une renaissance, certainement sous une autre forme, par exemple avec un autre nom. Tout à fait possible. Donc bon, ça augure mal de cette campagne. Voilà. Allez, candidat suivant. Candidat suivant, donc le numéro 9, et donc le signe du Sagittaire, qui ont été attribués à Yannick Jadot. Et je le pensais Sagittaire. Voilà. Bon, j'ai un petit don pour trouver le signe et l'ascendant des personnes en général, mais là je me serais trompé. Bon, bien que Yannick Jadot n'est pas Sagittaire, mais il est quand même Lion, ascendant Bélier, qui sont deux signes de feu, le troisième étant le signe du Sagittaire. Bon, donc vous voyez, quelque part il y a beaucoup d'affinités entre ces trois signes, des valeurs communes. Bon, le Sagittaire ici, alors, vous pouvez d'ailleurs voir visuellement. Hein, vous voyez ce regard, il regarde vers le haut à droite. Ici, vous avez la flèche du Sagittaire qui, pareil, donne la direction. Donc, quand je regarde l'affiche en rajoutant le Sagittaire, vous voyez que c'est très harmonisé. En fait, ça va très bien. C'est pas étonnant, puisqu'on retrouve toujours ces valeurs de feu, cette direction. On regarde l'avenir et vers le haut. Et bon. Le signe du Sagittaire, c'est le signe de l'engagement, c'est aussi le signe de l'étranger, des voyages, de ce qui se trouve au-delà des frontières, des valeurs aussi, notamment en termes de justice. Donc ici, nous avons la campagne est placée sous le signe du Sagittaire, c'est-à-dire s'engager pour la défense de certaines valeurs, mais aussi pour la défense de causes, hein, de causes progressistes. Bon, alors ça, c'est de bon augure pour sa campagne, hein, ça c'est sûr. Alors, qui est-il? C'est un lion, comme je vous le disais, donc un lion
ascendant Bélier. Hein. Donc vraiment, là, nous avons toutes les valeurs de feu, c'est-à-dire les valeurs masculines, euh, d'autorité, de charisme, le fait d'exercer un pouvoir, de projeter la force, d'entreprendre des choses, de mener des combats. Voilà, c'est quelqu'un de très dynamique et qui a besoin également de partir, de s'extraire des frontières nationales. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui voit au-delà des frontières de la France. Ne serait-ce aussi que par sa conjonction Soleil-Jupiter, hein, avec Jupiter de la maison 9 ici. Donc on a vraiment un côté international. Je crois d'ailleurs qu'il a commencé sa carrière dans des ONG internationales. Vous voyez déjà l'engagement du Sagittaire à l'étranger, typique du Soleil Sagittaire ici. Hein. Donc même s'il n'est pas Sagittaire, on retrouve Jupiter, la planète du Sagittaire, en conjonction de son Soleil. Bon, comme quoi j'étais pas très loin en fait. Bon, beaucoup d'autorité, beaucoup de charisme. Voilà, c'est surtout le charisme et des valeurs d'équité, de justice, d'engagement hein, qui se dégagent de cette position. L'ascendant Bélier montre une capacité à se battre, à combattre, à mener des combats, des luttes. Mars, maître d'ascendant, se trouve en domicile dans le signe du Scorpion en maison 7. Donc là, on retrouve quelque chose que nous avions vu un peu précédemment avec un Mars angulaire maison 7 chez Nathalie Arthaud, par exemple. Hein. Donc là, vous avez un combattant, un résistant. Quelqu'un qui est capable de soutenir une forte pression. Il en a eu besoin pour s'imposer, notamment dans la primaire écologiste. Hein, par exemple, c'est quelqu'un qui a une force intérieure qui est peut-être sous-estimée, hein, capacité de résistance. Vous voyez que Mars se dirige, se dirige ici vers Neptune. Donc là, je fais ça. Voilà, se dirige vers Neptune, c'est-à-dire c'est un combat pour un idéal. Vous voyez, ça, se battre pour un idéal. Tout à fait la cause écologique, par exemple, écologiste. C'est également quelqu'un qui va pouvoir mener une révolution, donc, décidément, par Uranus-Pluton, opposé à Saturne, ici. Donc Saturne, ce sont les structures de notre société, surtout en bélier, hein, les formes d'autorité également. Donc ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'autorité. Il a dû certainement toujours avoir beaucoup de mal avec l'autorité. C'est lui l'autorité. Donc c'est lui le lion. C'est lui le chef par l'ascendant bélier. Donc l'autorité, à chaque fois qu'il y a une autorité en face de lui, il la conteste et il cherche à s'en affranchir, à la contourner, à la renverser. Qu'est-ce qu'on peut voir également ici? Ça, c'est pas très heureux sur le plan personnel. Hein. Saturne-Lune montre quand même beaucoup de sacrifices sur sa vie personnelle. De par notamment, je pense, ses engagements politiques et internationaux qui rendent finalement, qui doivent certainement peser hein, sur sa vie privée, mais bon, cela ne nous regarde pas. Voilà. Candidat suivant, s'il vous plaît. Le candidat suivant est une candidate et en effet, et quand on voit Valérie Pécresse sur cette affiche de campagne, on a vraiment l'impression de voir une candidate, c'est-à-dire quelqu'un qui vient passer un examen, un oral, par exemple dans une grande école, par exemple à l'ENA, et donc on voit dans son regard, moi ce que je lis dans son regard, c'est un recul et de la peur. Hein, une sorte d'appréhension. Ça me fait pas penser à une affiche de campagne d'une vainqueuse. Hein. On a plutôt l'impression de je me mets à une certaine distance et ça c'est typiquement Capricorne. Ce qui fait que le courage de faire ici est complètement décalé par rapport à son visuel. Hein, on a au contraire, on dirait j'ai envie de remplacer par prendre ses distances et se protéger des autres. Hein, oui, alors, plutôt que le courage de faire. Ceci dit, le courage de faire est une valeur Capricorne et la maison 10 et le signe du Capricorne sont des signes plutôt positifs pour une campagne. Donc je dirais que dans l'absolu, ça devrait tirer plutôt vers le haut, à condition que la candidate incarne le positif du Capricorne maison 10.
Et le risque ici, c'est que justement, ce soit trop en phase avec la candidate et qu'elle s'enferme dans un carcan capricornien un peu austère, un peu froid, un peu détaché. Alors certes, très vertical, très sérieux, mais qui manque d'empathie, qui manque de chaleur, qui manque de charisme, qui manque de dynamisme. Ça, c'est le piège du Capricorne. Donc c'est, je dirais, potentiellement c'est plutôt positif, mais c'est aussi à double tranchant parce que Valérie Pécresse est déjà une énarque un peu déconnectée, je dirais, du peuple et des préoccupations du peuple, et on retrouve bien cela dans son affichage, dans sa campagne, etc. Sinon, donc, qui est-elle? Elle est Cancer, donc oui, Cancer, donc il y a une certaine sensibilité, empathie, pourtant, mais qui alors est complètement phagocytée, je dirais, par le costume strict du Capricorne, qui a complètement pris le dessus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la base sensible, mais qui s'est tellement endurci, qui a tellement voulu rentrer dans le tailleur noir du Capricorne, de la femme politique, que cette sensibilité Cancer n'est plus exploitée, en tout cas visible, mis en avant. Elle sait plus trop faire avec ça. En fait, certainement, elle a essayé de la corriger. Et d'ailleurs, donc, on a une signature, donc Cancer ascendant Bélier, donc 2 signes en carré, qui est toujours difficile. C'est très difficile parce que comment dire, le Cancer a besoin d'être en sécurité, a besoin de prendre du recul, il est un peu timide, et au contraire, le Bélier est fonceur, il veut être le chef, etc. Donc, vous avez un dialogue là difficile entre ces 2 signes, et que l'on retrouve en fait dans son affiche. C'est-à-dire, elle veut être présidente, mais en même temps, regardez, elle a un peu peur, quoi. Elle y va pas franchement. Elle est de biais, elle sourit pas, son regard est craintif. Donc, il y a de ça. Gestion, Cancer, c'est le signe de la gestion. Alors c'est une gestionnaire, voilà, c'est une gestionnaire type capricornien, administratrice, voilà, énarque. Bon. Alors l'ascendant Bélier, oui, mais elle sait se battre, elle veut se battre, elle peut être aussi combative à certains moments, donc avec des alternances fortes ici entre Cancer et Bélier. Donc elle veut être chef quand même. C'est d'ailleurs ce qu'elle est dans sa région, et puis là, elle est tête de proue des Républicains dans cette campagne. Donc oui, il y a la comment dire la combattante. Alors Mars, maître d'ascendant, se retrouve. Alors cette fois, alors vous voyez, on retrouve encore un Mars maison 7, donc comme quoi, vous voyez, c'est une caractéristique propre, c'est-à-dire être capable de se battre, de débattre aussi. Mais à la différence de tout à l'heure pour Yannick Jadot, qui avait donc son maître d'ascendant dans le signe du Scorpion, donc en domicile, ici vous avez un Mars en Balance, donc en exil en Balance. C'est très complexe, ça. C'est très complexe parce que ça, c'est un Mars que la tradition dirait un mauvais Mars. Qu'est-ce que ça signifierait pour la tradition? C'est un Mars conflictuel. C'est-à-dire qu'on peut pas s'empêcher d'avoir des conflits. Alors pourtant, la Cancer, là, elle voudrait être en sécurité, en harmonie, voilà. Mais son caractère Bélier et surtout Mars en Balance fait que sa vie est un combat. Sa vie est émaillée par des conflits sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça, c'est typique, et croyez-moi, j'en ai vu en consultation, des personnes qui souffrent de ça, d'un Mars Balance maison 7, très proche du descendant d'ailleurs. Bon, ben voilà, vous semez derrière vous une traînée de poudre et vous ne comprenez pas pourquoi. Et vous êtes sans arrêt en conflit. Donc ça, c'est quand même problématique. C'est quand même problématique. Saturne, maître de 10 en Bélier, montre quand même donc la chef, la responsable, mais encore une fois l'administratrice plus que la leader charismatique d'un parti, en maison 12, qui est une position plutôt délicate, pour ne pas dire funeste, pour reprendre les termes de la tradition, qui promettent pas forcément monts et merveilles pour cet accomplissement, notamment parce que les rivalités, les conflits sont omniprésents dans sa vie. Qu'est-ce qu'on remarque également ici? Mercure, vous voyez, Mercure se trouve rétrograde et en arrière de son Soleil. Donc ça, c'est l'expression.
l'expression personnelle. Vous voyez, ici, dans le cancer, on trouve beaucoup de timidité. Donc on est à l'aise sur des dossiers, sur des choses un peu techno. Par contre, lorsqu'il s'agit de se mettre en avant soi-même, Mercure rétrograde en cancer est extrêmement timide. Donc son expression personnelle, et c'est ce que l'on a vu dans sa campagne, n'est pas du tout au niveau, parce que là, elle est obligée de faire avec son cancer. Or, elle essaie de le masquer, son cancer, c'est-à-dire sa partie sensible. Donc, ça fonctionne pas. Elle n'est pas authentique. Malheureusement. Ok, bah, candidat suivant maintenant. Le hasard, toujours le hasard, a attribué à Philippe Poutou le numéro 11 et donc le signe du Verseau pour sa campagne présidentielle 2022. Est-ce un hasard? Je vous laisse le soin de répondre par vous-même à cette question. Le Verseau est un signe très altruiste, hein, qui ressent les liens de fraternité très forts entre les personnes et qui, de ce fait, ressent une sorte de responsabilité pour s'investir dans la société et faire progresser cette société d'une manière parfois un peu brutale. C'est ce qu'on voit dans les dents de scie, hein, du Verseau, qui sont à la fois les ondes de l'explosion, l'onde de choc de l'explosion, mais également les dents de scie, donc d'une scie qui va scier quelque chose pour faire tomber une structure présente. Hein, donc, il y a un côté idéaliste dans Maison 11 Verseau, il y a un côté aussi révolutionnaire, et le tout basé sur la fraternité entre les êtres vivants, entre les êtres humains, en tout cas, de cette planète. Bon, est-ce que c'est en phase avec le personnage? Oui, alors, parfaitement, hein, tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est porteur d'un point de vue politique? Oui, c'est porteur d'un point de vue politique. C'est pas forcément la personne qui va arriver première, mais c'est la personne qui peut faire bouger les lignes. Hein, la maison 11, Verseau, etc. Donc maintenant, est-ce que cela correspond? J'aime bien parce que vous avez une personne qui ne fait qui ne fait pas face du tout à l'objectif ici, hein, qui regarde vraiment ailleurs. Hein. Donc c'est comme il regardait l'avenir, il se projetait tellement loin qu'il en oubliait les personnes finalement en face de lui. Également, je vois la casquette noire, hein, qui est une casquette noire, le rouge, hein, ce sont des valeurs, enfin le rouge de combat et le noir de révolution, hein, un côté radical, hein, de non compromis. Bon, donc on retrouve tout ça ici. Voyons, qui est-il? C'est un poisson ascendant Gémeaux. Donc vous voyez, comme ça, c'est un peu comme Nathalie Arthaud. On l'imaginerait pas dans ce rôle révolutionnaire là, en regardant uniquement sa signature. Un poisson ascendant Gémeaux, c'est relativement doux. C'est doux, communicant, souple, trop souple. Ce sont deux signes mutables. Donc c'est une signature qui manque d'ancrage. C'est une signature qui manque singulièrement de force. Hein. En même temps, c'est sa force parce que il est sensible, il perçoit beaucoup de choses, mais il est aussi assez influençable finalement. Derrière des postures très affirmées, il y a aussi une influence extérieure très forte. Et concrètement, ça manque d'ancrage pour pouvoir taper du poing sur la table et dire maintenant ça va être comme ça, on va faire ça, on va faire ça. Vous voyez, ça, c'est la signature double signe mutable. Mercure, maître d'ascendant, se trouve dans le signe des Poissons. Il est rétrograde derrière le Soleil, comme tout à l'heure pour Valérie Pécresse. Donc c'est pas forcément, oui, il a quand même des dons pour la communication, mais cette communication n'a pas été évidente tout de suite. Hein. Il a dû certainement travailler beaucoup sur lui pour oser extérioriser son Mercure, pour oser parler en public, pour oser dire tout l'idéal dont il est porteur et oser l'exprimer et l'afficher. Voilà. Donc ça, c'est marqué. Mercure en Poisson renforce fortement la notion d'idéalisme. C'est vraiment très très net, hein, chez lui.
Bon, ici on trouve des limitations avec Saturne en Bélier, juste devant son Soleil. Hein, donc c'est quelqu'un qui a dû être, qui a très vite rencontré des formes de limites, hein, justement des autorités qui sont venues lui interdire certaines choses, et c'est cela qui a aussi exacerbé son idéalisme et son besoin de révolution. Le besoin de révolution, on le retrouve ici, donc milieu du ciel en Verseau, finalement quelqu'un qui avait un destin plutôt médiatique. Mercure, Uranus conjoint à Pluton, donc Uranus maître du milieu du ciel, donc sa position médiatique, sa position révolutionnaire, conjoint à Pluton. Hein, donc ça, c'est vraiment la transformation de la société, apporter la révolution, la rénovation, la transformation radicale d'une société et des structures de la société que l'on retrouve juste devant son Soleil, Saturne Bélier. Hein, donc tout ce à quoi lui-même a été confronté, qu'il a bridé, qu'il a brimé, eh bien en fait, il doit le transcender par une position médiatique visant à libérer, à porter une révolution et à renverser des structures sociales ou étatiques. Donc, est-ce que ça correspond bien au thème porté par Philippe Poutou, donc le Verseau Maison 11? Bah, tout à fait. Est-ce que c'est suffisant, bon, pour arriver président de la République? Je ne pense pas, je ne suis même pas certain que lui-même le pense, mais son objectif n'est pas là. Son objectif est de faire bouger les lignes, et dans ce sens, Verseau Maison 11 est plutôt porteur. Eh bien, dernier candidat pour cette élection présidentielle 2022, c'est Nicolas Dupont-Aignan, à qui le sort, le hasard, le destin, le ciel, l'univers, a attribué le numéro 12, et donc indirectement le signe des poissons. Bon, qu'est-ce que je pense de cette affiche? Oui, choisir les libertés, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment suffisamment porteur? Oui, par rapport à ce qu'on a connu, c'est vrai, c'est important. Maintenant, ça ne définit pas spécialement un programme politique, à mon sens. Sinon, on retrouve ici des valeurs de terre, hein, un chant, donc on retrouve des valeurs, oui, la tradition, le lien à la nature, etc. Bon. Est-ce que ce signe des poissons lui correspond? Alors, il faut regarder. Eh bien oui, puisque Nicolas Dupont-Aignan est poisson ascendant balance. Alors, poisson ascendant balance, nous l'avons déjà vu, puisque cette signature est déjà présente chez une autre candidate. Je vous laisse réfléchir. Si vous l'avez, vous me le dites. Voilà, c'est ça. C'est Nathalie Arthaud. C'est-à-dire que Nathalie Arthaud est poisson ascendant balance, et c'est la première. C'est le signe du bélier. Et le dernier candidat, c'est Nicolas Dupont-Aignan, qui lui aussi est poisson ascendant balance. Voilà, donc pareil, c'est une coïncidence. Premier et dernier candidat, même signature astrologique. Donc oui, poisson, quelque part, ça correspond bien à son soleil ici. Est-ce que c'est vraiment porteur? Nous verrons ça après. Ascendant balance, poisson ascendant balance, c'est une signature très douce, encore une fois très très sensible, avec des valeurs humanistes, une sensibilité artistique, beaucoup de créativité également, beaucoup d'empathie, on ressent beaucoup de choses. Donc c'est voilà, c'est une personne très sensible en fait, hein, Nicolas Dupont-Aignan. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui sait se battre. Pourquoi? Parce que Vénus, son maître d'ascendant, se trouve dans le signe du Bélier, ici. Donc, vous avez quelqu'un qui sait parfaitement se battre lorsqu'il le faut. Donc derrière beaucoup de douceur, c'est aussi un combattant. On retrouve d'ailleurs Mars, planète du Bélier, qui représente le combat, très proche de son milieu du ciel, c'est la planète dominante, hein, la planète la plus élevée de son thème astral. Donc quelqu'un qui est capable de porter un combat. Un combat comment? Un combat cancer, donc un combat pour le peuple, un combat pour la défense d'une tradition, la défense de valeurs, hein, Maison 9, les valeurs de la démocratie, donc se battre pour les valeurs de la démocratie, par exemple. Hein. Donc quand il dit choisir la liberté, c'est se battre aussi pour le peuple, pour les valeurs qu'il défend par rapport à la démocratie. Ça, c'est marqué.
Maintenant, Vénus, maître d'ascendant, se trouve en carré à Saturne-Jupiter. Alors ça montre que il a connu des difficultés, cet homme-là. Et certainement, il en connaît encore. Des difficultés vis-à-vis de personnes en position d'autorité sur lui. Notamment ici, nous trouvons des autorités administratives, des autorités judiciaires également, juridiques en tout cas. La loi, Jupiter, et puis l'autorité, le contrôle, la tradition. Alors, en maison 4, certainement une tradition familiale qui a beaucoup pesé sur lui, peut-être trop au début, pour qu'il puisse véritablement devenir lui-même. En tout cas, il a dû d'abord renverser le couvercle saturnien pour ensuite pouvoir devenir lui-même. Mais c'est aussi une prédisposition pour avoir des ennuis juridiques, administratifs, peut-être fiscaux, matériels, pécuniers. Voilà, ça c'est là. Sinon, la conjonction Neptune-Lune ici, en Scorpion, un peu comme tout à l'heure avec Éric Zemmour, on retrouve ici un accès à la spiritualité, à une foi, un lien peut-être particulier avec la religion, beaucoup d'empathie, peut-être des perceptions également chez lui. Mais c'est une signature à double tranchant parce que Neptune-Lune intensifie la tendance à la fuite, aux disparitions, aux apparitions et disparitions du soleil poisson. Donc oui, c'est quelqu'un qui sait se battre, mais je dirais qui est aussi soumis à des formes d'éclipses. Et finalement, ces éclipses, quand on y pense, on le retrouve puisque c'est un personnage politique que l'on retrouve régulièrement tous les 5 ans, un peu comme un abonnement au présidentiel, mais qui entre deux a du mal à véritablement exister. Et il est là, et puis il est plus là. On ne sait pas pourquoi. Et puis d'un seul coup, hop, il est là à nouveau, il réapparaît. Vous voyez. Donc, en ce sens, la maison 12 et le signe des poissons donc correspondent bien à sa signature astrologique, mais je dirais que ce n'est pas une position favorable pour un score excellent ou pour gagner la première place de cette élection présidentielle. C'est plutôt quelque chose d'évanescent, la maison 12 et le signe des poissons. Voilà, je pense qu'il n'y en a plus. Il y a quelqu'un derrière ? Ah ben, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est comme ça. Donc il va falloir choisir. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous remercie de cliquer sur le petit pouce vers le haut. Pensez également, c'est très important, vous allez voir les liens par la suite parce que plus vous cliquez, plus vous abonnez, plus les vidéos d'Astroscience pourront être visibles et partagées sur Internet. C'est l'algorithme qui veut cela. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer également sur la petite cloche comme cela va apparaître. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos avec grand plaisir donc sur Astroscience. Merci à vous.